Il était presque minuit à Douala. La chaleur collante de la journée s'était enfin dissipée, remplacée par une brise lourde qui s'infiltrait entre les ruelles étroites de Bonabéry. On entendait au loin les rires étouffés d'un bar encore ouvert, les klaxons impatients des mototaxis, et ce bourdonnement incessant de la ville qui, même à cette heure tardive, refusait de s'endormir. Agnès, une jeune femme de 23 ans, venait de rentrer chez elle après une longue journée. Étudiante en comptabilité à l'université de Douala, elle louait une petite chambre dans une concession familiale, un de ces bâtiments décrépits à plusieurs appartements alignés, où les voisins se connaissaient tous, pour le meilleur et pour le pire. Sa porte grinçante donnait sur une cour intérieure où pendait encore du linge mouillé, balancé par le vent. Ce soir-là, elle avait reçu un cadeau étrange. Un miroir. Pas un petit miroir banal de poche. Non. Un miroir haut d'1,50 m, encadré d'un bois sombre et épais, gravé de symboles qu'elle n'arrivait pas à identifier. Le genre d'objet qui semblait avoir traversé des générations entières. Et pourtant, il ne venait pas de sa famille. C'était son ami, Paul, qui le lui avait offert. Paul était un camarade de classe, toujours un peu mystérieux, issu d'une vieille famille de Douala. Un héritage, avait-il dit vaguement, en évitant de croiser son regard. Il avait insisté, « Prends-le, Agnès. Je n'ai pas de place chez moi, et il te portera chance. » De la chance? Agnès n'était pas superstitieuse, mais il y avait quelque chose dans les yeux de Paul qui la troublait. Comme s'il voulait se débarrasser de ce miroir à tout prix. Elle avait placé l'objet contre le mur de sa chambre, juste en face de son lit. Dès qu'elle avait éteint la lumière, une sensation étrange l'avait envahie, l'impression que le miroir continuait de refléter quelque chose, comme une faible lueur qui persistait au fond de la glace. Elle s'était levée une première fois pour vérifier, allumer la lampe tempête, scruter son reflet. Tout semblait normal. Mais dès qu'elle s'était recouchée, la même impression revenait. Agnès était de nature rationnelle. Elle s'était dit que ce n'était que la fatigue, le stress des cours, l'ambiance inquiétante de minuit. Pourtant, son corps refusait de trouver le sommeil. Et puis, à 00h37 exactement, elle entendit un bruit. Un chuchotement. Faible, comme un souffle, mais distinct. Cela venait du miroir. Son cœur s'était emballé. Elle s'était redressée dans son lit, tendant l'oreille. Le bruit cessa aussitôt. Un silence pesant s'installa dans la pièce, seulement troublé par les aboiements lointains des chiens errants. Agnès inspira profondément et osa s'approcher. Ses pieds nus rencontrèrent le sol froid. Elle fit 2 pas, puis 3, jusqu'à se retrouver face à son reflet. Et là, son sang se glaça. Le reflet la montrait, mais pas exactement elle. Son double avait les yeux légèrement plus sombres, presque noirs, et un sourire qu'elle ne portait pas sur ses lèvres réelles. Elle recula brusquement, heurtant son lit. Le miroir vibra légèrement, comme si quelque chose, de l'autre côté, venait de bouger. Au matin, Agnès s'efforça d'oublier l'incident. Elle se persuada qu'elle avait simplement rêvé. Elle se lava, s'habilla et partit pour ses cours, laissant le miroir derrière elle. Mais tout au long de la journée, une inquiétude persistait, comme si une part d'elle était restée coincée dans cette glace. Quand elle revint le soir, la cour de la concession était animée. Une voisine pleurait fort, son enfant de 5 ans avait disparu dans l'après-midi. Les gens murmuraient que c'était peut-être encore l'œuvre des « mangeurs d'âmes », ces histoires de sorciers qui circulaient dans Douala depuis des décennies. Agnès frissonna. Non pas à cause de la disparition, mais parce que, dans un recoin de son esprit, une pensée l'avait frappée, et si le miroir? Elle secoua la tête. Absurde. Comment un miroir pouvait-il? Pourtant, quand elle entra dans sa chambre, son cœur s'arrêta net. Sur la surface du miroir, il y avait une trace. Une petite empreinte de main. Pas la sienne. Pas la taille d'une main adulte. C'était une main d'enfant. Ce fut la première nuit d'une longue descente en enfer. À 2 heures du matin, Agnès se réveilla en sursaut. Quelqu'un pleurait doucement dans la chambre. Pas à l'extérieur. Pas dans la cour. Là, tout près. Elle alluma la lampe. La chambre était vide. Mais dans le miroir, elle le vit. Un enfant. Un petit garçon, maigre,
les yeux écarquillés, debout derrière elle dans le reflet. Mais quand elle se retourna, il n'y avait personne. Elle regarda de nouveau le miroir. L'enfant avait disparu. La respiration haletante, elle prit un drap, le jeta sur le miroir et retourna se coucher, le cœur battant à tout rompre. Mais même sous le drap, le miroir respirait. Oui. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui respirait derrière la glace, et que le tissu ne servait qu'à étouffer un cri invisible. Le lendemain, elle voulut en parler à Paul. Mais quand elle le chercha à l'université, on lui dit qu'il n'était pas venu en cours. Pas vu depuis 2 jours. Elle appela son numéro, hors service. Un malaise l'envahit. Plus elle y pensait, plus elle réalisait que Paul n'avait pas simplement voulu lui donner ce miroir, il avait voulu s'en débarrasser. Mais pourquoi elle? La nuit suivante fut pire. À 3 heures pile, elle entendit un bruit comme des ongles qui raclaient la surface de la glace. Lentement, douloureusement. Elle se leva, la gorge sèche, et s'approcha. Le drap qu'elle avait posé était tombé par terre. Le miroir était à découvert. Et cette fois, il ne reflétait pas sa chambre. Non. Il montrait un couloir sombre, étroit, qui n'existait pas dans sa maison. Au fond de ce couloir, une silhouette immobile l'attendait. Elle hurla. Mais personne dans la concession ne sembla l'entendre. Comme si ses cris étaient avalés par le miroir lui-même. Et ce n'était que le début. Le soleil de Douala se levait déjà quand Agnès ouvrit les yeux. Pourtant, dans sa chambre, une lourde obscurité semblait persister. Elle eut d'abord la sensation que la nuit n'était pas vraiment partie. Le miroir, même immobile, semblait aspirer la lumière. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait ces murmures, ces voix d'enfants qui pleuraient ou riaient doucement, comme si des dizaines d'âmes s'agitaient derrière la glace. Mais ce matin-là, une décision s'imposait, elle devait se débarrasser de ce miroir. Elle le couvrit d'un drap, attacha les coins avec une corde, et le sortit dans la cour. Les voisins l'observaient d'un air curieux. « Agnès, tu portes quoi là ?» demanda une vieille voisine, assise sur une chaise en plastique, son balai à ses pieds. « Un miroir. Je vais le donner à quelqu'un. » La vieille haussa un sourcil. « Un miroir si grand ? Méfie-toi, ma fille. Les miroirs, ce sont des portes. On n'offre pas ça comme on offre du pain. » Agnès sentit ses jambes se dérober. La voisine, avec son air tranquille, venait de mettre des mots sur ce qu'elle craignait au fond d'elle-même, ce n'était pas un objet normal. Mais à qui le rendre? Paul avait disparu. Elle décida d'aller au marché de Mbopi, le plus grand de la ville. Là-bas, pensait-elle, elle pourrait trouver quelqu'un pour racheter l'objet, ou au moins un brocanteur qui s'en débarrasserait. Le trajet fut un supplice. Chaque fois qu'elle croisait un regard dans la rue, elle avait l'impression que les gens voyaient à travers le drap. Comme si eux aussi devinaient ce que le miroir cachait. Arrivée au marché, elle trouva une boutique de meubles d'occasion. Le vendeur, un homme trapu à la chemise déboutonnée, souleva le drap et resta figé. Son visage changea instantanément. Ses yeux se plissèrent, son sourire s'effaça. « Qui t'a donné ça ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Un ami. Paul. Je veux juste le vendre. » L'homme recula. « Pars d'ici avec ton miroir. Pars, avant que tu ne me condamnes aussi. » Il se détourna, refusant de la regarder. Agnès sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Même un brocanteur de Mbopi, habitué aux objets étranges, refusait de le toucher. Elle erra dans le marché, désespérée, le miroir toujours sur l'épaule. Les gens s'écartaient, certains faisaient le signe de croix, d'autres crachaient au sol. Finalement, épuisée, elle revint chez elle. Elle posa le miroir dans sa chambre et s'écroula sur son lit, les larmes aux yeux. Pourquoi Paul avait-il fait ça? La réponse arriva la nuit suivante. À 2 heures précises, Agnès fut réveillée par une voix. Mais cette fois, ce n'était pas un murmure indistinct. C'était un appel clair. Agnès. Elle ouvrit les yeux. Le miroir brillait doucement, comme s'il émettait sa propre lumière. Et dans cette lumière, une silhouette se dessina, Paul. Il avait l'air fatigué, ses traits tirés, ses yeux cernés.
Paul » cria-t-elle. Mais son reflet n'était pas tout à fait lui. Il était plus pâle, plus rigide, et ses lèvres bougeaient sans que le son ne corresponde toujours au mot. Je n'avais pas le choix, dit-il. Il me poursuivait. Je devais donner le miroir à quelqu'un. Si je le gardais, j'étais condamné. Mais toi tu peux encore. Sa voix se brisa. Je peux encore quoi? Hurla Agnès. Le miroir vibra, et derrière Paul, elle distingua des dizaines de visages. Des enfants, des femmes, des hommes, tous figés dans une expression de terreur. Comme si leurs âmes étaient emprisonnées dans la glace. Paul tendit la main vers elle, son visage déformé par l'angoisse. Ne regarde jamais ton reflet après minuit. Sinon, ils viendront. Et il disparut. Agnès recula, le cœur battant. Mais à peine avait-elle repris son souffle qu'un autre détail l'acheva, son reflet, celui qui devait être à sa place, n'avait pas disparu. Son reflet restait dans le miroir. Et il la fixait avec un sourire carnassier. Le lendemain, la rumeur s'était répandue dans la concession, une autre disparition. La vieille voisine qui l'avait avertie la veille avait été retrouvée morte dans son lit. Son visage était crispé dans une grimace de peur, ses yeux grands ouverts, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible avant de mourir. Agnès savait. Le miroir y était pour quelque chose. Mais comment s'en débarrasser? Elle chercha de l'aide auprès d'un vieil homme réputé pour ses connaissances occultes, un marabout installé à Aqua, connu sous le nom de Baba Issa. Dans sa petite pièce sombre remplie de fumée d'encens, elle raconta tout. Le vieillard resta silencieux, caressant sa barbe. Enfin, il parla d'une voix grave. Ce miroir, je le connais. Il ne t'appartient pas. Il ne t'a jamais appartenu. Il est l'un des miroirs des âmes, forgés il y a longtemps par des sorciers qui voulaient piéger les esprits entre deux mondes. Ceux qui en possèdent un ne vivent jamais longtemps. Et quand ils meurent, leurs âmes s'ajoutent à celles prisonnières du verre. Agnès sentit la pièce tourner autour d'elle. Alors, je dois le briser, demanda-t-elle. Baba Issa la fixa de ses yeux voilés. Briser un tel miroir, c'est libérer tout ce qui est à l'intérieur. Tu n'imagines pas ce que tu déclencherais. La seule solution, c'est de le rendre. Le rendre? Mais à qui? Le vieil homme soupira. À celui qui te l'a donné. Si Paul t'a choisi, ce n'est pas par hasard. Il savait que le miroir chercherait une nouvelle proie. Tant qu'il est à toi, tu es condamné. Mais si tu réussis à lui rendre, peut-être que tu auras une chance. Le problème, c'était que Paul avait disparu. Agnès sortit du marabout avec une boule au ventre. Les rues de Douala lui semblaient plus sombres que jamais. Chaque reflet de vitrine, chaque carreau de fenêtre lui donnait l'impression qu'on l'espionnait. Et cette nuit-là, elle comprit que le miroir commençait à avoir faim. Car à 3 heures du matin, elle vit son reflet sortir de la glace. La nuit pesait sur Douala comme une chape de plomb. Dans la chambre d'Agnès, le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Mais ce silence n'était qu'une façade. Derrière le miroir, un tumulte invisible grondait. Agnès n'osait plus s'endormir. Ses yeux fixaient la glace, le souffle court. Le drap qu'elle avait utilisé pour le recouvrir glissait toujours, comme repoussé par une force invisible. Et cette nuit-là, à 3 heures du matin exactement, son pire cauchemar devint réalité. Son reflet bougea. Pas un simple sourire décalé, pas une expression différente. Non. Cette fois, son reflet fit un pas en avant. Son pied traversa la surface du miroir comme si elle franchissait une eau sombre. Agnès hurla et recula contre le mur, ses mains tremblantes. Son double s'extirpa lentement de la glace. Même visage. Même corps. Mais ses yeux, ils étaient noirs, profonds, sans lumière, comme deux puits sans fond. Enfin, souffla la chose. Enfin je peux respirer. Agnès s'élança vers la porte, mais elle était bloquée. Impossible de l'ouvrir. Comme si le miroir avait pris possession de toute la pièce. « Qu'est-ce que tu veux de moi » cria-t-elle. Le double s'avança, chaque pas résonnant dans la pièce comme un écho sourd. « Je suis toi. Et toi, tu es à moi. Ton ami Paul m'a offert à toi,
mais je n'ai pas besoin de 2 reflets. Il n'en restera qu'un. La créature tendit sa main, froide et pâle comme la mort. Agnès sentit un souffle glacé parcourir son corps. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle se rappela alors les paroles de Baba Issa: « Tant que tu gardes ce miroir, tu es condamné. Il faut le rendre. » Mais Paul avait disparu. Le lendemain, déterminée, Agnès se lança à sa recherche. Elle parcourut Douala, de Bonaberry à Aqua, interrogeant les rares amis de Paul. Finalement, un étudiant lui avoua l'avoir vu pour la dernière fois près du quartier de Dedo, à l'intérieur d'une vieille maison abandonnée que beaucoup disaient hantée. Sans réfléchir, elle s'y rendit. La bâtisse se dressait au milieu d'un terrain envahi par la végétation. Les vitres brisées, la peinture craquelée, tout respirait l'abandon. Pourtant, en franchissant la porte grinçante, Agnès sentit qu'elle n'était pas seule. Et là, au fond de la grande pièce poussiéreuse, elle le vit. Paul. Mais ce n'était plus vraiment lui. Son corps amaigri, ses yeux creusés, ses lèvres sèches. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en quelques jours. Il tenait dans ses mains un petit miroir fissuré, qu'il regardait avec horreur. « Agnès, tu ne devrais pas être ici. »« Pourquoi m'as-tu donné ce miroir, Paul ?» hurla-t-elle. « Tu savais ce qu'il était ?» Paul secoua la tête, désespéré. « Je n'avais pas le choix. Le miroir me dévorait. Si je le gardais, j'étais condamné. Je croyais qu'en te le donnant, il se calmerait, mais je vois maintenant qu'il ne se contente jamais. » Agnès s'avança, les larmes aux yeux. « Alors aide-moi. Dis-moi comment arrêter ça. » Paul éclata d'un rire amer. « On n'arrête pas le miroir. On ne fait que retarder. Une fois qu'il t'a choisi, il ne lâche plus. Il veut une chose, une seule, prendre ta place. Et quand il l'aura fait, tu rejoindras les âmes piégées derrière la glace. » Soudain, le petit miroir de Paul se mit à vibrer. Une fissure s'ouvrit, et un cri glaçant résonna dans la pièce. Paul lâcha l'objet, qui se brisa en 1000 morceaux. Agnès vit alors, avec horreur, une masse noire s'extraire des éclats. Une silhouette informe, faite d'ombre et de visages hurlants. Paul tomba à genoux. « Cours, Agnès !» Mais elle ne pouvait pas. Ses jambes refusaient d'obéir. La créature se tourna vers elle, et dans ses yeux noirs, elle reconnut son propre reflet. La suite fut un tourbillon de terreur. Le miroir d'Agnès, resté dans sa chambre, vibrait à des kilomètres de là. Dans la concession, les voisins entendirent des bruits étranges, des rires d'enfants, des pas qui couraient sur les toits. Un homme jura avoir vu son propre visage l'observer depuis une flaque d'eau. Le miroir n'était plus seulement dans sa chambre. Il s'étendait partout. Agnès se retrouva prisonnière entre deux mondes. Un instant, elle était dans la maison abandonnée, avec Paul et la créature. L'instant d'après, elle se retrouvait dans ce couloir sombre qu'elle avait vu la première nuit, le couloir au fond du miroir. Des mains glacées l'attrapèrent, des visages déformés la suppliaient de les libérer. Elle comprit alors que toutes les âmes piégées cherchaient un échappatoire. Et au milieu d'eux, elle vit Paul. Mais pas celui de chair et de sang. Un Paul prisonnier du miroir, qui hurlait sans voix. Alors, une idée folle traversa son esprit: si elle ne pouvait pas se débarrasser du miroir, peut-être pouvait-elle piéger son double à sa place. Elle affronta son reflet, les yeux remplis de rage. « Tu veux ma vie ?» cria-t-elle. « Alors viens la prendre, si tu en es capable. » La créature sourit et s'élança. Mais au moment où elle franchit complètement la surface, Agnès ramassa un éclat du petit miroir brisé de Paul et le planta dans le cœur de son double. Un hurlement inhumain résonna. Le sol trembla, la glace se fissura, des centaines d'âmes hurlantes jaillirent du miroir. La chambre d'Agnès, la maison abandonnée, tout sembla s'écrouler dans un chaos indescriptible. Quand le silence revint, Agnès était seule. Le miroir n'était plus là. Le mur était nu. Elle sortit dans la rue en titubant. Le soleil de Douala brillait, les enfants couraient, les vendeuses criaient leurs prix au marché. Tout semblait normal. Mais quand elle croisa une vitrine, elle faillit s'évanouir. Son reflet n'était plus le sien. C'était celui de son double,
avec ce sourire carnassier. Depuis ce jour, Agnès vit comme une ombre d'elle-même. Ses proches disent qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même. Dans ses yeux brille parfois une lueur noire, et ceux qui s'y attardent trop longtemps jurent entendre des chuchotements. Quant au miroir, personne ne sait où il est. Mais à Douala, la rumeur court. On dit qu'il circule encore, qu'il change de propriétaire. Et qu'un jour, quelqu'un, quelque part, osera encore offrir un miroir en cadeau.